Pendant la lutte, il était devenu rouge vif, ses yeux semblaient prêts à sortir de leurs orbites, et je ne pouvais pas croire à quel point il était déterminé à me tuer. Réveillé en pleine nuit par des coups violents contre la porte d'entrée. La caméra de sécurité montrait un homme en train de donner des coups de pied à la porte tout en brandissant une hache, qu'il balançait parfois contre la poignée ou la porte elle-même. Nous avons immédiatement appelé la police, qui nous a informé qu'ils étaient en route. Pendant l'appel au 911, que nous avions mis sur haut-parleur, j'ai pris mon fusil de chasse et j'ai crié à l'homme qu'il devait partir et que nous étions armés. Mon partenaire est resté avec les enfants dans leur chambre, les protégeant. J'ai répété à plusieurs reprises qu'il devait partir et que je n'hésiterais pas à tirer. Malgré mes avertissements, il continuait de frapper la porte, déterminé à entrer. Finalement, il a réussi à défoncer suffisamment la porte pour passer. J'ai levé mon arme, crié une dernière fois, et il a foncé sur moi. J'ai tiré, atteignant sa poitrine avec des plombs. Je lui ai ensuite donné un coup de pied pour éloigner la hache de sa portée et garder mon arme pointée sur lui. Moins de 30 secondes plus tard, la police est arrivée. J'ai immédiatement posé mon fusil et levé les mains. L'un des policiers a pris mon arme, m'a menotté temporairement, puis a essayé de porter secours à l'homme, mais il était déjà mort. Je suppose qu'ils étaient obligés de tenter quelque chose, même si c'était trop tard. La police a pris ma déposition, et j'ai envoyé les vidéos des caméras de sécurité, celles de la porte d'entrée et de l'intérieur, aux détectives. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel de la police. La famille de l'homme voulait me parler, et le détective m'a conseillé d'accepter. Lors de notre rencontre, ils se sont montrés incroyablement gentils et se sont excusés pour les actes de leur fils. Ils ont proposé de payer pour la porte qu'il avait détruite ainsi que pour tout autre dommage causé à la maison. Le père était très silencieux, mais il avait un regard empreint de tristesse et de bienveillance. La mère, quant à elle, a pris la parole pour expliquer que leur fils avait sombré dans la drogue il y a des années et qu'il l'avait perdu depuis ce moment. Ils ont présenté leurs excuses plusieurs fois et insisté pour aider d'une quelconque manière. J'ai expliqué que notre assurance habitation couvrait la réparation de la porte, une pièce en acajou antique avec des vitraux, ainsi que les autres dégâts. Peu après, nous avons vendu la maison. Ni les enfants ni nous ne nous sentions en sécurité en restant là. Nous avons déménagé de l'autre côté de la ville. Depuis cet événement, chaque année, nous recevons une carte de Noël des parents de cet homme. J'ai été attaqué par 4 gars en rentrant chez moi tard un soir. Il n'y avait personne dans les environs, et l'endroit, mal éclairé, semblait être l'endroit parfait pour une embuscade. Je ne les ai pas vus arriver. Tout s'est passé en une fraction de seconde, des coups, des hurlements, des rires nerveux. Je me suis retrouvé au sol, leurs poings et leurs pieds s'abattant sur moi. L'un d'eux, plus agressif que les autres, a sorti un couteau et m'a planté dans le côté. La douleur était vive, mais l'adrénaline a pris le dessus. Je me suis débattu de toutes mes forces, à moitié étourdi par les coups et le choc. Je portais un couteau sur moi, un simple outil de poche que j'avais toujours par précaution, sans jamais imaginer que je m'en servirais un jour. Dans le chaos, j'ai réussi à l'attraper et, sans réfléchir, à le planter dans le flanc de l'un d'eux. Le couteau a pénétré profondément, atteignant son poumon. Son cri s'est étouffé en un gémissement rauque, et il s'est effondré. Les 3 autres ont pris la fuite immédiatement, me laissant seul face à leur ami qui se battait pour respirer. J'ai lâché mon couteau, mes mains tremblantes, et me suis appuyé contre une clôture à proximité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre son souffle laborieux, des gargouillis inquiétants chaque fois qu'il tentait d'inspirer. Je me sentais paralysé, incapable de bouger, mon esprit figé entre la panique et la douleur de ma propre blessure. Les larmes ont commencé à couler sans que je m'en rende compte. Je voulais qu'il survive, qu'il continue à respirer, mais je savais, au fond de moi, que c'était fini. La police et les ambulanciers sont arrivés après ce qui m'a semblé une éternité. Les gyrophares rouges et bleus ont inondé la ruelle d'une lumière irréelle. On m'a éloigné de lui, et les secouristes ont tenté de le réanimer. Ils n'ont rien pu faire. Il était déjà mort.
On m'a mis sur un brancard pour traiter ma blessure avant de m'emmener au poste de police. Là-bas, les questions se sont enchaînées. Chaque détail de cette nuit, chaque seconde de l'altercation, a été examiné. On m'a placé en détention provisoire parce que j'étais mineur. Pendant des semaines, je n'ai vu que les murs de ma cellule, revivant cette nuit encore et encore dans mes rêves. Au procès, ma défense a été simple, légitime défense. Les preuves étaient claires, et même les juges ont reconnu que je n'avais eu d'autre choix. Mais le verdict n'a pas effacé ce que j'avais vécu. Une fois libre, j'ai été contraint de suivre une thérapie pour affronter les cauchemars qui me hantaient. Ces derniers ne se limitaient pas à la peur d'être attaqué à nouveau, mais à la culpabilité d'avoir pris une vie. Chaque nuit, je revoyais son visage, ses yeux cherchant désespérément de l'air, et je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre. Mon unité poursuivait un suspect armé. Lorsque nous l'avons rattrapé, j'ai vu mon partenaire se précipiter derrière lui et lui attraper l'épaule. À cet instant, le suspect a sorti son arme, s'est retourné pour lui faire face et a commencé à pointer le canon sur lui. Cette scène est gravée dans ma mémoire, comme un film qui repasse en boucle. Je revois chaque détail, le pli de son bras droit lorsqu'il a sorti l'arme. Son triceps, qui est passé d'une position verticale à horizontale lorsqu'il a dégainé, puis de nouveau à verticale lorsqu'il a braqué l'arme sur mon partenaire. Tout semblait se dérouler au ralenti, et pourtant, c'était si rapide. J'étais à environ 3 mètres sur le côté quand j'ai entendu le coup de feu. Mon partenaire a titubé en arrière. Mon corps a agi avant que ma tête ne comprenne pleinement. J'ai tiré, abattant le suspect sur le champ. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Les médias se sont emparés de l'affaire des 7 nuits-là, et le lendemain, elle a explosé sur les réseaux sociaux. Chacun semblait avoir un avis sur ce qui s'était passé, bien que peu aient réellement compris ce que c'était de vivre cette situation. Une chaîne locale a interviewé la mère du suspect. Je savais que nous ne verrions pas les choses de la même façon, mais entendre sa douleur m'a profondément touché. Elle parlait de son fils avec une tristesse déchirante. J'avais pris son enfant, la personne qu'elle aimait plus que tout. Elle avait placé en lui tous ses espoirs, tous ses rêves. Et en l'espace de quelques secondes, il n'était plus là, parce que j'avais appuyé sur la détente. Les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir. Beaucoup disaient qu'il ne méritait pas de mourir. Mais mériter n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Ce n'était pas une question de justice morale. C'était une question de survie. Je ne voulais pas mourir, et je ne voulais pas que mon partenaire meure non plus. Cette culpabilité, ce poids immense, m'a suivi pendant des mois. J'étais hanté par l'idée que ma décision avait détruit une famille. Que j'avais privé une mère de son fils, un enfant de son père. Ce sentiment ne m'a jamais complètement quitté, même après des années de thérapie et de discussions avec mes pairs. Avec le temps, cependant, j'ai fini par accepter une vérité brutale mais nécessaire, j'ai joué un rôle dans sa mort, mais il en était lui-même responsable. C'était ses choix, une série de décisions tragiques, qui nous ont obligés à agir. Il a décidé de braquer une arme sur mon partenaire. Il nous a laissés sans autre option. Mais même en acceptant cette réalité, il est difficile de ne pas ressentir une forme de désespoir face à la fragilité de la vie. Tout s'est joué sur un geste, un mouvement de doigt de quelques centimètres. Et voilà, une mère ne reverra plus jamais son fils. Un enfant ne connaîtra jamais son père. C'est cruel, injuste, presque absurde. Il y a environ 10 ans, j'ai tué un homme qui essayait de s'introduire de force dans mon appartement. Cet homme cherchait sa femme qu'il venait de tabasser violemment. Il était environ 2 heures du matin. J'entendais leurs cris à travers le mur de ma salle de bain. Les insultes et les menaces étaient claires, mais j'ai essayé de les ignorer. J'ai fermé la porte de ma salle de bain, puis celle de ma chambre, espérant étouffer le bruit. Vers 2h15, j'ai entendu frapper violemment à ma porte. Quand je l'ai ouverte, sa femme était là, le visage en sang, avec un nez cassé, un œil gauche gonflé et boitant, visiblement épuisé. Elle m'a dit qu'elle avait trébuché en essayant de fuir leur appartement.
Je l'ai fait rentrer rapidement, lui ai dit d'aller à la salle de bain pour se nettoyer et de se cacher dans ma chambre. Quelques instants plus tard, son mari est sorti de leur appartement en hurlant son nom. Il semblait furieux et déterminé. Puis, il a remarqué la trace de sang menant à ma porte. Il s'est mis à frapper violemment, exigeant que je le laisse entrer. Sa rage était palpable, mais je savais que je devais rester calme. Je l'ai averti à 3 reprises, « Si tu n'arrêtes pas, je vais te tuer. » Il n'a pas écouté. Avec un coup de pied, il a brisé la serrure, et la porte s'est ouverte brusquement. Je n'ai pas hésité. J'ai abattu mon bat de baseball sur sa tête dès qu'il a franchi le seuil. Il s'est effondré face contre terre, sonné, mais pas hors d'état de nuire. En le voyant à terre, j'ai remarqué une arme de poing glissée dans l'arrière de son pantalon. Sans réfléchir, je l'ai saisi et jeté à l'intérieur de mon appartement, hors de sa portée. Je l'ai averti une dernière fois, mais il ne m'a pas écouté. Il s'est redressé et a foncé sur moi. J'ai répliqué, frappant son ventre avec ma batte, ce qui l'a plié en 2. Puis, dans un ultime effort pour me protéger et protéger sa femme, j'ai abattu la batte sur sa tête une dernière fois. Son crâne a éclaté sous l'impact, et je savais, à la vue du sang qui a jailli, qu'il était mort. À cet instant, les sirènes de police se sont rapprochées, et les officiers sont arrivés au sommet des escaliers. Heureusement, des voisins avaient appelé la police dès que l'altercation avait commencé. Lorsque les policiers sont entrés, l'homme était déjà au sol, sans vie. Les voisins qui étaient réveillés sont sortis et ont donné leur déclaration. Sa femme, toujours cachée dans ma chambre, a refusé de sortir, disant aux policiers qu'elle préférait parler avec eux depuis cette pièce. J'ai donné ma version des faits, remis ma batte aux agents et leur ai montré l'arme, qui s'est avérée enregistrée à son nom. La police a pris toutes les informations nécessaires et m'a laissé partir après leur enquête initiale. J'ai pris un congé ce jour-là, incapable de retourner au travail après ce que je venais de vivre. Une femme âgée que je connais a vu sa vie basculer de manière tragique en l'espace de quelques mois. Elle était grand-mère, veuve d'un vétéran du Vietnam avec qui elle avait partagé une vie de mariage heureux et paisible. Leur union était remplie d'amour et de complicité, et elle n'avait jamais imaginé devoir affronter la solitude après son départ. Mais un jour, son mari est tombé gravement malade sans prévenir, et en quelques semaines, il est décédé. Son monde s'est écroulé. Après un an à essayer de composer avec cette perte immense, elle a rencontré un homme. Peut-être cherchait-elle à combler le vide laissé par son mari, à ne plus être seule dans cette maison silencieuse. Malheureusement, cet homme s'est révélé être l'opposé de tout ce qu'elle avait connu. Il la traitait mal, abusant d'elle verbalement et physiquement, ce qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Elle restait probablement parce qu'elle se sentait vulnérable et isolée, espérant peut-être que les choses s'amélioreraient. Un soir, tout a dégénéré. Alors qu'elle se trouvait chez lui, il l'a attaquée violemment. Paniquée et craignant pour sa vie, elle a attrapé un pistolet chargé qui était posé non loin, une arme qu'il gardait chez lui en tant qu'ancien policier passionné d'armes. Dans un acte de pure terreur et de défense, elle a tiré et l'a tué. La pièce est tombée dans un silence assourdissant, mais son cauchemar ne faisait que commencer. Son fils, un homme d'une quarantaine d'années qui se trouvait à la maison en train de jouer à des jeux vidéo, a entendu ce qui s'était passé. C'est elle qui a dû aller le trouver pour lui expliquer ce qu'elle venait de faire. Ensemble, ils ont appelé la police. Les agents sont arrivés, et elle a été immédiatement arrêtée et accusée de meurtre. Le choc était total, cette femme de 80 ans, douce et respectable, se retrouvait soudain derrière les barreaux, traitée comme une criminelle. Elle a passé plusieurs jours en prison avant d'être libérée, mais sa vie était déjà marquée à jamais. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire, publiant son nom et annonçant son arrestation pour meurtre. Même après sa libération, son avocat lui a conseillé de ne jamais parler de ce qui s'était passé. Pas à sa famille, pas à ses amis, pas même à un thérapeute. Le dossier était toujours ouvert, et elle vivait désormais avec la peur qu'à tout moment, des enquêteurs puissent venir frapper à sa porte, cherchant une raison de la renvoyer en prison. Sa vie a été brisée en moins de 2 ans. D'un mariage heureux et d'une existence paisible, elle est passée à un tourbillon de violence,
de solitude et de stigmatisation publique. L'article des médias locaux n'a jamais été retiré, et aujourd'hui, si quelqu'un cherche son nom en ligne, il ne verra qu'une accusation de meurtre. Peu importe ce qu'elle a traversé ou les circonstances qui ont mené à cet acte, elle reste aux yeux du monde une criminelle. Cette femme, qui n'avait jamais fait de mal à personne, porte désormais un poids que personne ne devrait avoir à supporter. Le père de mon collègue était représentant en joaillerie. Son métier l'amenait à se déplacer souvent avec des pièces de grande valeur. Un jour, alors qu'il sortait d'un rendez-vous de vente, il a été pris en embuscade dans le parking. 2 hommes l'attendaient. L'un d'eux lui a tiré dessus sans sommation. Blessé, il s'est effondré derrière sa voiture. Mais il était armé, et lorsqu'un des agresseurs s'est approché pour voler ses échantillons, il a réussi à tirer et à le neutraliser. L'autre homme, pris de panique, a pris la fuite. Malgré ses blessures, le père de mon collègue s'en est sorti. Il a dû suivre un long processus de récupération, mais il a survécu. L'homme qui l'avait abattu n'a pas survécu, et l'autre complice a été capturé peu de temps après. Les 2 criminels ont fini derrière les barreaux, mettant un terme à cette affaire. Mon collègue m'a raconté cet épisode avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec une grande fierté pour la résilience et le sang-froid de son père face à un danger aussi extrême. J'ai une autre histoire d'une amie de l'université a vécu un véritable cauchemar. Elle avait eu un enfant avec un homme violent et instable, une relation qu'elle a fini par fuir. Elle a essayé de l'aider à changer, mais il était irrécupérable. Après leur séparation, elle est retournée vivre chez ses parents pour se protéger et offrir un environnement stable à son enfant. Mais son ex n'a pas supporté la rupture. Il est devenu encore plus instable, multipliant les actes de harcèlement. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour l'avoir suivi, appelé de manière incessante et même menacé. Mais malgré les interventions de la police, il n'a jamais abandonné. Un jour, alors qu'elle était partie faire des courses avec sa mère, son ex a débarqué chez ses parents, armé et prêt à en découdre. Il a commencé à tirer sur la maison, semant la panique. Heureusement, son père se trouvait dans la grange. Entendant les coups de feu, il a rapidement compris ce qui se passait. Armé d'un fusil, il a pris position et attendu que l'homme se rapproche. Quand son ex est entré dans la propriété, son père n'a pas hésité. Il a tiré et mis fin à la menace. Cet homme ne manquerait à personne. Pour la première fois depuis longtemps, mon ami et sa famille ont pu respirer un peu plus librement, même si cette journée a laissé une empreinte indélébile sur eux. Son père est devenu le héros de l'histoire, protégeant sa fille et sa maison de ce danger qui semblait inéluctable. Un soir, alors que je travaillais hors de la ville, je séjournais dans un motel basique, un Super 8 réservé par mon entreprise. Après une longue journée de travail, j'ai décidé d'aller chercher des provisions à la supérette juste en face. En traversant la rue, j'ai remarqué une femme assise sur le côté du bâtiment, seule, en train de pleurer. Elle tenait dans ses bras ce qui semblait être un bébé, l'air complètement abattu. En m'approchant à environ 5 mètres d'elle, je lui ai doucement demandé « Madame, tout va bien ?» Elle a levé les yeux vers moi et a hoché la tête, mais il était clair qu'elle était en détresse. Elle n'avait pas l'air blessée ou maltraitée, mais elle semblait totalement désemparée. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, et à ce moment-là, son regard a quitté le mien pour fixer quelque chose derrière moi, sur ma droite. Je me suis tourné pour voir un homme courir à pleine vitesse dans ma direction. Avant même de pouvoir réagir, il a levé le poing, prêt à me frapper de toutes ses forces. J'ai tourné le corps pour me protéger, mais il a simplement fini par me percuter. Il a commencé à donner des coups de poing, mais de manière désordonnée, sans grande coordination. Il frappait dans tous les sens, comme un enfant en colère. Je reculais, tentant de me défendre sans riposter, esquivant ses coups et cherchant une issue. Finalement, lorsqu'il a chargé de nouveau, j'ai attrapé ses épaules et utilisé son propre élan pour le projeter au sol. Il s'est relevé rapidement et s'est enfui derrière le bâtiment de la supérette. Sous le choc, je me suis tourné vers la femme pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Elle tenait toujours fermement son bébé, silencieuse, et ne disait pas un mot.
Il n'y avait personne d'autre dans les parages. Je suis allé derrière le magasin pour voir où il était parti, mais il n'y avait aucune trace de lui. Je suis donc entré dans la supérette pour parler aux employés et voir si quelqu'un avait vu ce qui s'était passé. Après quelques minutes à discuter, j'ai acheté des snacks et quelques bières avant de repartir. En sortant du magasin, j'ai remarqué que la femme avait disparu. J'ai traversé la rue pour retourner à mon motel quand, soudain, j'ai entendu des pas rapides derrière moi. Je me suis retourné, et c'était lui, encore une fois, courant droit sur moi depuis les pompes à essence. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai pris position, levé ma jambe droite et lui ai donné un coup de pied direct dans la poitrine avec mes bottes. L'impact l'a envoyé voler en arrière, ses pieds quittant le sol sous la force du coup. Il est retombé lourdement sur le dos, sa tête heurtant violemment l'asphalte. Il est resté là, immobile, inconscient. Des témoins près des pompes à essence ont accouru. J'ai immédiatement composé le 911. Les policiers sont arrivés en quelques minutes, suivis bien plus tard par une ambulance. J'ai raconté toute l'histoire aux agents, qui ont ensuite consulté les caméras de surveillance de la supérette et du motel. Après avoir visionné les images, ils m'ont assuré que tout indiquait une légitime défense. Ils ont pris mes informations et, après environ 45 minutes, ils m'ont laissé partir. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel des autorités. Ils m'ont informé que l'homme souffrait d'une hémorragie cérébrale et qu'il était peu probable qu'il survive. Il était un sans-abri connu des forces de l'ordre, sans famille ni assurance, et se trouvait maintenu artificiellement en vie. Bien que mon nom soit toujours inscrit au dossier, je n'ai pas été accusé d'homicide involontaire ni d'aucun autre crime. En 2020, j'ai travaillé comme agent de sécurité maritime. C'était une expérience que je n'oublierai jamais, et pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Tout a commencé pendant le confinement. Un ami, ancien rangé de l'armée américaine, assistait à un groupe de soutien pour vétérans. Un recruteur l'a approché, cherchant désespérément du personnel pour assurer la sécurité de navires. Il était tellement enthousiaste qu'il m'en a parlé. Les exigences habituelles pour ce genre de travail incluaient un passé militaire, mais la pandémie compliquait tout, et les compagnies peinaient à recruter, surtout avec l'obligation pour tous les membres d'être vaccinés. Grâce à cette situation, j'ai décroché le poste. Je n'étais pas un ancien militaire, mais j'avais des compétences en tir et une expérience en tant que MT, ambulancier. Après avoir passé un petit test de tir pour prouver ma maîtrise, j'ai été embauché. Plus tard, j'ai découvert que je touchais un salaire inférieur à celui des autres, mais c'était tout de même une somme considérable pour quelques mois de travail. Après une période de formation, j'ai embarqué sur un navire dans les Émirats arabes unis, direction Mombasa, au Kenya. C'est au cours de ce voyage que tout a dérapé. Nous avons été attaqués. Je me souviens avoir vu une étincelle près d'un tuyau, suivie d'un jet de fluide, après qu'une balle tirée par les pirates ait ricoché. À cet instant, la réalité m'a frappé, ce sont de vraies balles. Pendant une seconde, l'idée qu'on me tirait dessus était si étrangère que je n'arrivais pas à l'intégrer. C'était comme si le monde s'était figé. Je n'entendais rien, ni le bruit habituel du bateau, ni les détonations des armes, juste mon souffle et les battements de mon cœur. Je me suis relevé derrière les sacs de sable, mon fusil en main. Par un pur hasard, mon réticule était parfaitement aligné avec un homme dans un petit skiff. Je pouvais voir le blanc de ses yeux. Il portait un t-shirt bleu Cookie Monster et tenait une AK-47. J'ai poussé un drôle de soupir, un son que je n'avais jamais fait auparavant et que je n'ai plus jamais refait. J'ai enlevé la sécurité et appuyé sur la détente. La balle a frappé juste au-dessus de sa pommette droite. Selon mon rapport, j'ai également abattu un autre homme sur le bateau, mais je n'en ai aucun souvenir. Ce dont je me rappelle, c'est le sang à l'arrière du skiff, visible à travers ma lunette. Avant cette mission, j'avais plaisanté en disant que rien ne se passerait et que, dans le pire des cas, je saurais gérer. Je ne m'en suis pas sorti indemne, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Mon patron m'a donné le numéro d'un thérapeute, un ancien soldat ayant combattu lors de la bataille de Black Hawk Down. Cet homme a probablement sauvé ma vie. Ce qui m'a le plus rongé après cette expérience, c'était la colère.
Pas contre moi-même, mais contre le pirate. Je lui en voulais de m'avoir obligé à le tuer pour quelque chose d'aussi absurde que de l'argent. J'aurais préféré lui donner mon propre argent pour qu'il ne tente pas de prendre d'assaut notre bateau. Cette colère a laissé place à une amertume profonde envers le monde et une prise de conscience brutale de la fragilité de la vie. Il m'a suffi de bouger mon doigt de quelques centimètres, et 2 vies ont disparu. Des décennies de potentiel, réduites à néant en une fraction de seconde. Je pense souvent à l'homme au t-shirt Cookie Monster. Qui était-il? Était-il drôle? Avait-il des frères et sœurs qu'il protégeait, comme moi avec les miens? Aimait-il une fille en secret? Avait-il une équipe de sport favorite? Quelques nuits après l'incident, nous avons regardé Star Wars à bord du bateau. Une scène où Han et Leia poursuivent des Stormtroopers sur Andorre a déclenché quelque chose en moi. Un des Stormtroopers percute un arbre et meurt. Une scène que j'avais vue des dizaines de fois sans y prêter attention. Mais cette fois, j'ai éclaté en sanglots. Je pleurais à chaudes larmes pour la mort d'un personnage sans visage dans un film de science-fiction. Mon thérapeute m'a aidé à surmonter cette culpabilité, surtout l'idée que j'avais tué pour de l'argent. Il m'a posé une question, et si on t'avait dit, tire, mais tu ne seras pas payé? J'ai répondu que je l'aurais quand même fait, car sinon, moi ou mes coéquipiers serions morts. Il m'a alors expliqué que ce n'était pas pour l'argent, mais pour protéger mes amis, tout comme lui avait tiré en Somalie pour protéger ses camarades. Cette perspective m'a aidé à comprendre ce qui s'était passé, à terme, à commencer à guérir. Mais même aujourd'hui, je repense à cette journée. À la mort que j'ai causée. À la fragilité de la vie. Et à un t-shirt Cookie Monster, qui me hantera probablement toujours. Je vais rester bref car mon affaire a été portée devant les tribunaux et relayée dans les médias, et je préfère éviter de donner trop de détails. Je séjournais chez mes parents, qui étaient partis en vacances, heureusement pour eux. Une nuit, un homme s'est introduit dans la maison en brisant une fenêtre à l'étage supérieur, alors que je me trouvais au sous-sol. Il pensait probablement que la maison était vide. En entendant du bruit, je suis sorti de ma cachette en criant. Pris au dépourvu, l'homme a saisi un couteau qui se trouvait à proximité et s'est précipité vers moi. Dans l'affrontement qui a suivi, j'ai malheureusement mis fin à sa vie sur le coup. Le second intrus, plus jeune, a pris la fuite avec la voiture de mes parents. Il a été arrêté presque un jour plus tard et initialement accusé d'homicide involontaire. Cette accusation a ensuite été portée à meurtre, mais il a finalement été condamné pour le chef d'origine et a depuis purgé sa peine. L'affaire m'a conduit à 2 ans de procédures judiciaires interminables. J'ai été disculpé de toutes les charges après avoir prouvé que j'avais agi en état de légitime défense. J'ai passé seulement 20 minutes en cellule avant d'être transféré dans une salle d'interrogatoire, puis libéré. En fin de compte, il est légal de se défendre au Canada, mais il faut démontrer que c'était absolument nécessaire. Cela m'a coûté 600 000 $ en frais juridiques et m'a laissé avec une vie entière de traumatisme et une culpabilité omniprésente. Est-ce que ça en valait la peine? Oui, parce que c'était ma vie ou la sienne. Mais si jamais une situation similaire se reproduisait, utiliserais-je une arme à feu? Non. C'était il y a plus de 15 ans, et même si j'ai appris à vivre avec cet événement, il ne se passe pas un jour sans que j'y repense. Les sons de cette nuit-là, le bruit de quelqu'un, même une personne qui veut vous faire du mal mourant devant vous, sont impossibles à oublier. Un soir, ma vie a changé en un instant. Un homme, complètement défoncé, a défoncé ma porte à coups de pied en cherchant son ex, qui avait quitté cet appartement 3 mois plus tôt, pendant qu'il était encore en prison. Il ne semblait pas comprendre ou se soucier qu'elle n'habitait plus là. Il a traversé l'appartement et s'est retrouvé dans ma chambre. J'étais coincé dans un coin, sans issue. Je n'avais pas d'autre choix. J'avais mon revolver, un 357 Magnum. Je l'ai visé au centre de la poitrine et j'ai tiré. Le premier coup lui a infligé une blessure fatale, mais il a continué à avancer, comme si de rien n'était. C'était irréel, terrifiant. Alors, j'ai tiré une 2e fois. Ce coup a détruit son cœur. C'était fini en 1 minute.
Ce que personne ne vous dit, c'est ce qui vient après. Les odeurs. Une grande quantité de sang a une odeur particulière, métallique et âcre. Puis, il y a l'odeur de l'urine et des excréments, son corps avait lâché. Enfin, il y a l'odeur de la poudre à canon dans une petite pièce. 2 détonations dans une chambre, c'est assourdissant. Le bruit est insupportable sur le moment, mais ce qui suit est encore pire, un silence assourdissant, accompagné de cette sonnerie aiguë dans vos oreilles. Les policiers qui sont arrivés sur place ont été professionnels et compréhensifs. L'un d'eux m'a dit que cet homme était quelqu'un de dangereux, et qu'il aurait probablement trouvé une fin violente, peu importe les circonstances. Cela aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais ce genre de paroles, même si elles sont destinées à vous apaiser, n'enlèvent pas le poids de ce que vous avez fait. Ce qui reste, c'est ce sentiment de « j'ai tué un autre être humain ». Pour moi, le pire, c'était de réaliser à quel point j'étais capable de le faire à nouveau, si je devais. Cette phrase que j'ai entendue, ou peut-être que je me suis dite moi-même, le premier est soit le plus dur, soit le plus facile. La vérité, c'est que je pourrais tirer à nouveau et retourner dormir. Pendant environ 10 ans après cet incident, j'ai cherché des églises catholiques pour allumer une bougie. Pas pour lui. Je n'ai jamais ressenti le besoin de prier pour son âme. Cette bougie, c'était pour moi. Pour mon propre salut, pour essayer de retrouver une forme de paix intérieure. Cette histoire me revient parfois, et même après tout ce temps, elle me laisse un goût amer. À l'époque, j'étais manager dans une petite épicerie. L'une de mes employées subissait du harcèlement sexuel de la part d'un gamin de 19 ou 20 ans. J'avais décidé de lui parler, calmement, et de lui demander de la laisser tranquille. Plutôt que de s'excuser ou d'écouter, il m'avait menacé, affirmant qu'il m'attendrait quand je serais seul. À cette époque, je vivais dans une petite ville, suffisamment petite pour que suivre quelqu'un ou obtenir des informations sur lui ne soit pas bien compliqué. Je n'avais pas de voiture, donc je rentrais chez moi à pied après la fermeture du magasin, vers 21 ou 22 heures. J'étais au début de ma vingtaine, et j'avais un frère cadet de 2 ans, connu pour être le fauteur de troubles. Moi, en revanche, j'étais plutôt celui qui suivait les règles. Malgré nos différences, nous étions proches. Ce soir-là, je l'ai appelé pour lui dire que je n'étais pas tranquille. Ce gamin m'avait mis mal à l'aise, et je craignais qu'il passe à l'action. Mon frère a donc décidé de me rejoindre pour marcher avec moi. Alors que nous étions en route, ce type arrive à toute vitesse dans sa voiture, roulant si près de nous qu'il a failli nous percuter. Il s'est garé brusquement dans une rue adjacente pendant que nous traversions un terrain de jeu près d'une école primaire. Il a sauté de sa voiture et s'est précipité vers nous. Il était furieux, hurlant qu'il savait que j'avais une petite fille d'1 an et qu'il allait la tuer. Ces mots ont suffi à déclencher quelque chose en moi. Je l'ai frappé. Mais je ne suis pas un bon bagarreur, loin de là. J'ai perdu l'équilibre et me suis retrouvé au sol, le gamin presque au-dessus de moi. C'est alors que j'ai entendu mon frère crier « Mec, il a un couteau, fais gaffe !» J'ai levé les jambes pour le repousser alors qu'il tentait de s'approcher davantage. Mon frère, voyant la scène, a foncé et l'a frappé d'un uppercut avec une telle force que j'ai entendu un craquement sinistre. Le couteau a glissé hors de la poche du gamin et est tombé à côté de lui. Il était par terre, criant et essayant de se relever. Je l'ai vu tendre la main vers le couteau. Sans réfléchir, j'ai couru vers lui et l'ai frappé à la mâchoire d'un coup de pied aussi fort que je pouvais. Du sang a éclaboussé partout. Il s'est effondré, inerte, sans un bruit. Mon frère et moi, paniqués, avons pris la fuite et couru jusqu'à la maison. Mon frère m'a assuré qu'il le méritait, mais je me sentais dégoûté, comme si j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû franchir. Environ 1 mois plus tard, je suis tombé sur une page GoFundMe créée pour financer une opération de reconstruction de la mâchoire. La description parlait d'un accident survenu à la date exacte de notre altercation. Selon la page, il avait dû faire plusieurs chirurgies et avait la mâchoire complètement immobilisée avec des fils. Cela m'a bouleversé. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'a jamais dénoncé ce qui s'était passé, ni à la police, ni à personne. Il n'a jamais cherché à nous poursuivre, ni en justice, ni autrement.
En Suède, en 2022, un cas de légitime défense a fait grand bruit et suscité un débat national, car il était sans précédent dans l'histoire récente du pays. Un homme a tué 2 personnes qui tentaient de cambrioler sa maison. L'un des intrus a été poignardé plus de 20 fois avec un couteau. Le cas a été porté devant 2 tribunaux successifs, et dans les 2 instances, l'homme a été acquitté. L'affaire a pris une ampleur médiatique considérable, car les circonstances étaient inhabituelles, tout comme le verdict. Les tribunaux ont conclu que l'homme avait agi en légitime défense. Bien qu'ils aient reconnu que le niveau de force utilisé était excessif, ils ont également tenu compte d'une disposition spécifique de la loi suédoise. Cette disposition stipule que si une personne, en situation de légitime défense, est incapable de contrôler ses actions en raison de la panique, de la peur ou d'une situation extrêmement stressante, elle ne peut être tenue pénalement responsable. L'affaire a même été portée devant l'équivalent suédois de la Cour suprême, qui a décidé de ne pas reconsidérer la décision des tribunaux inférieurs. La Cour suprême a estimé que les juridictions inférieures avaient correctement appliqué la loi et n'avaient commis aucune erreur dans leur jugement. Ce verdict a suscité des discussions sur les limites de la légitime défense et sur la manière dont la loi devait être interprétée dans des situations aussi extrêmes. Certains ont salué la décision comme une reconnaissance de l'importance du droit à se défendre dans des circonstances où la vie est menacée. D'autres ont critiqué l'utilisation d'une force qu'ils jugeaient démesurée, même dans un contexte de légitime défense. Ce que j'ai vécu n'est pas simple à raconter, mais je vais essayer de l'expliquer aussi clairement que possible. Je n'ai pas tué en légitime défense, mais j'ai commis une tentative de meurtre dans ce contexte. Cependant, la force que j'ai utilisée a ensuite été jugée déraisonnable, et j'ai passé 6 ans en prison pour cela. À l'époque, ma mère était en couple avec un homme qui, en apparence, semblait être un ange, mais qui s'est rapidement révélé être un véritable démon. Leur relation devenait de plus en plus tendue, et les disputes étaient fréquentes. Une nuit, l'une de leurs altercations a pris une tournure particulièrement dangereuse. J'ai entendu leurs cris et compris que les choses risquaient de devenir violentes. Par précaution, j'ai appelé la police, espérant qu'ils arriveraient rapidement pour désamorcer la situation. Malheureusement, ils n'ont pas été assez rapides. 45 minutes après mon appel, la situation a dégénéré. L'homme s'est jeté sur ma mère avec un couteau à la main. Ils étaient sur le canapé, et il pesait de tout son poids sur son cou. La scène était terrifiante. Ma mère émettait un son horrible, un mélange de suffocation et de peur pure, tentant désespérément de demander de l'aide. C'était insupportable. Avant cette nuit, je m'étais déjà armé d'un couteau, au cas où quelque chose tournerait mal. Cet homme était bien plus grand et bien plus lourd que moi. Voyant ma mère en danger de mort, j'ai agi instinctivement. J'ai sorti le couteau de ma poche et je l'ai enfoncé 3 fois dans son dos. Les coups ont perforé ses 2 poumons. Cela l'a déséquilibré, et j'ai réussi à l'attraper par derrière en le plaçant dans une clé de tête. Je l'ai tiré hors de ma mère, mais il se débattait violemment. Dans la lutte, j'ai continué à le poignarder, cette fois au cou, au visage, à l'oreille et à l'œil. Quand tout s'est calmé, il était grièvement blessé, mais vivant. La police est finalement arrivée. J'ai été arrêté sur place et accusé de tentative de meurtre. J'ai plaidé coupable pour plusieurs raisons, notamment pour éviter un procès long et éprouvant, ainsi que pour limiter la peine encourue. Le tribunal a jugé que la force que j'avais utilisée était excessive, même si j'étais intervenu pour protéger ma mère. J'ai été condamné à 11 ans et 4 mois, dont la moitié à purger en détention et l'autre moitié sous licence. Les 6 années que j'ai passées en prison ont été difficiles, mais elles m'ont aussi donné le temps de réfléchir. Bien que je ne regrette pas d'avoir sauvé la vie de ma mère, je porte en moi un mélange de culpabilité et de colère. Culpabilité pour les blessures que j'ai infligées, même à un homme violent, et colère parce que la situation aurait pu être évitée si la police était intervenue à temps. Mon voisin montait dans sa voiture, prêt à partir, lorsque l'ex-petite amie de sa femme est arrivée en courant. Sans prévenir, l'ex a ouvert la portière et lui a donné un coup de poing en plein visage. Ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie à jamais. Mon voisin a sorti une arme et a tiré, tuant l'ex-petite amie sur le coup.
Cependant, tout n'était pas aussi simple. Selon les images de vidéosurveillance qui ont été utilisées lors du procès, après le coup de poing, l'ex-petit ami a reculé en voyant l'arme. Il n'était plus dans une position immédiate de menace lorsque le tir mortel a été effectué. Le ministère public a exploité ce détail pour convaincre le jury que ce n'était pas un acte de légitime défense. Ils ont affirmé que, bien que l'ex ait initialement attaqué mon voisin, la situation avait changé au moment du tir, rendant la réponse mortelle injustifiée. Le verdict est tombé, mon voisin a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 20 ans de prison. Pour lui, c'était un coup dévastateur. Il soutient toujours qu'il agissait par peur pour sa vie, qu'il ne savait pas si l'ex-petit ami allait revenir à l'attaque ou s'emparer de l'arme. Aujourd'hui, il travaille avec son avocat pour faire appel de la décision. Il tente de prouver que le jury n'a pas pris en compte le contexte émotionnel et psychologique de la situation, et qu'il a agi dans un état de panique légitime. L'appel met en avant le fait que la légitime défense ne peut pas toujours être analysée froidement, car les décisions prises en quelques secondes dans des moments de danger extrême sont rarement rationnelles. Cela dépend de la manière dont on voit la légitime défense pour les soldats. En général, la plupart des personnes que j'ai tuées, bien plus d'une dizaine, auraient fait de même si l'occasion se présentait. Honnêtement, la majorité de ces situations ne m'ont même pas marqué. Je ne suis pas un sociopathe, même si je reconnais que ma manière de le dire pourrait donner cette impression. Je n'ai que quelques souvenirs spécifiques des personnes que j'ai tuées, et je vais vous en raconter deux. La première fois, ce n'était pas une personne, mais 5 militants d'Al-Qaïda traversant une rivière sur une petite barque dans la province d'Oruzgan, en Afghanistan. Je travaillais comme artilleur, et dès que j'ai tiré la première salve, l'explosion est survenue juste au-dessus de leur embarcation. Tout le monde a été tué sur le coup. Quand cela s'est passé, je me suis senti, presque euphorique, même si je sais que ce n'était pas une réaction normale. Avec le recul, je ne ressens aucune culpabilité particulière d'avoir tué ces hommes. Peut-être parce que j'étais convaincu qu'ils m'auraient tué s'ils en avaient eu l'opportunité. Mais l'autre incident reste gravé en moi de manière beaucoup plus douloureuse, et c'est celui qui me hante encore. Un tir de roquette assisté a échoué à atteindre sa cible en raison d'un défaut de fabrication, pas d'une erreur de ma part. Malheureusement, les éclats d'obus ont frappé une petite fille afghane. Elle a été gravement blessée. La famille a dû la transporter jusqu'à notre base, où les mêmes gens qui avaient causé ces blessures ont tenté, en vain, de la sauver. Ce fut une tragédie pure et simple. Je suis hanté par ce souvenir. Je n'arrête pas de me demander si j'aurais pu faire autrement, mais parfois je me dis que j'étais simplement un rouage dans un système où tout peut tourner au drame. Un de mes amis travaillait comme agent de sécurité dans un quartier d'appartements assez dangereux. Un jour, un de ses collègues lui demande de le remplacer pour une équipe de garde. Ce qui devait être une journée comme les autres a pris une tournure tragique. Un homme s'est précipité sur lui de manière agressive, et, par légitime défense, mon ami a tiré et tué l'individu. Ce n'est qu'après l'incident, alors qu'il essayait de prodiguer les premiers secours en attendant les secours et la police, qu'il a découvert que cet homme n'était autre qu'une personne qu'il connaissait. Les policiers qui sont arrivés sur place lui ont assuré qu'il avait agi correctement et qu'ils reviendraient vers lui s'ils avaient besoin d'informations supplémentaires. Les semaines ont passé, et soudain, il reçoit un appel des autorités. Ils l'invitent à venir faire une déclaration, mais, à sa grande surprise, ils l'ont accusé de meurtre et l'ont emprisonné. C'était un homme qui n'avait jamais eu de démêlé avec la justice auparavant, et il se retrouvait maintenant en isolement, incapable de rejoindre une unité de protection. Il portait un tatouage de l'insigne de son meilleur ami, un policier tué en service, ce qui faisait de lui une cible pour certains détenus. Après avoir purgé sa peine, il a tenté de remettre sa vie sur les rails. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsque la famille de la victime a décidé d'engager une action en justice civile. Ils ont gagné leur procès, et, du côté de son employeur, il a été complètement abandonné, sans le moindre soutien. L'expérience a été dévastatrice pour lui, non seulement à cause de la perte de sa liberté, mais aussi à cause de l'isolement et du fait qu'il n'avait jamais été préparé à une telle épreuve.
Quand j'avais 14 ans, je faisais du stop pour me déplacer, comme beaucoup de jeunes qui n'avaient pas d'autres moyens de transport. Un jour, un homme s'est arrêté pour me prendre en voiture. Au début, tout semblait normal. Il me parlait calmement, plaisantait, et semblait juste être quelqu'un de sociable. Il avait des caisses de bière ouvertes derrière les sièges et une énorme boule de hache dans la console centrale. Il m'a proposé de boire et de fumer. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec ces choses, mais je me suis laissé entraîner, pensant que tout allait bien. Puis tout a changé. Il est devenu étrangement tactile, puis carrément agressif. Il a attrapé violemment mon entrejambe plusieurs fois. Sa carrure imposante, bien plus grande et forte que la mienne, me faisait me sentir impuissant. Pour empirer les choses, il accélérait, rendant toute fuite impossible. La peur et la panique ont commencé à monter, mais avec elles, une colère froide. Je savais que je n'avais qu'une seule chance. À ma ceinture pendait une chaîne avec un cadenas lourd que je portais parfois autour du cou. C'était un style inspiré de Sid Vicious. Ce jour-là, ce cadenas est devenu ma seule arme. Quand il s'est encore penché vers moi, je l'ai attrapé, et dans un réflexe désespéré, je l'ai balancé de toutes mes forces. Le cadenas a frappé sa tempe. Le choc a été brutal. Il a perdu le contrôle du véhicule. La voiture a quitté la route, dévalant dans un fossé avant de s'écraser dans les arbres. L'impact m'a projeté violemment contre la portière, me laissant désorienté. Quand j'ai repris mes esprits, ma tête bourdonnait et mon corps était douloureux. Lui, il était affalé sur le volant. Une profonde entaille à sa tempe laissait couler un flot de sang, et il crachait du sang par la bouche. Il était inconscient ou mort, je ne savais pas. La terreur a pris le dessus. Je devais fuir. Je suis sorti du véhicule en trébuchant et me suis précipité dans les bois. Je courais sans savoir où j'allais, traversant un champ de maïs jusqu'à atteindre une colline. De là, j'ai vu des voitures arrêtées et les gyrophares des secours. J'ai entendu les sirènes au loin, et la panique m'a envahi. Je ne pouvais pas rester là. Je devais disparaître. J'ai continué à courir, puis je me suis enfoncé dans les bois et me suis caché sous un amas de feuilles mortes, tentant de me faire oublier. Le stress était tel que je me suis finalement endormi. Quand je me suis réveillé, tout était silencieux. La nuit était tombée. Je me suis levé, toujours agrippé à ma chaîne et à mon cadenas, et j'ai pris le chemin inverse pour m'éloigner du lieu de l'accident. J'ai longé les arbres, guettant un moment où la route était déserte. Quand j'ai trouvé un moment calme, je suis sorti et ai fait du stop. Quelqu'un s'est arrêté assez vite, voyant que j'étais jeune et probablement vulnérable. Nous avons passé l'endroit où l'accident avait eu lieu. Les traces des pneus étaient encore visibles, mais le véhicule et tout le reste avaient disparu. Je travaillais de nuit comme caissier dans une station-service. Une nuit, alors que j'étais à l'arrière, 2 hommes armés sont entrés dans le magasin. En me voyant, ils se sont précipités vers moi, un pistolet pointé sur mon visage. Ils m'ont forcé à les suivre jusqu'à l'avant, derrière la caisse, où ils m'ont ordonné d'ouvrir le tiroir. Ils m'ont jeté au sol entre eux. Les deux étaient dos à moi, l'un s'occupait de vider les cigarettes mentholées, l'autre prenait l'argent et les tickets à gratter. Au début, je ne pensais qu'à me soumettre, sans résistance, sans rien dire. Ce n'était même pas mon argent, après tout. Mais ensuite, ils ont commencé à parler de me tuer sans raison. J'ai retenu ces mots, particulièrement « on doit y aller ». Faisons ce connard, saigne-le. C'est ce moment qui m'a frappé. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. À l'époque, je portais un pistolet pour ma sécurité, ce qui était bien sûr strictement interdit, et j'ai commencé à bouger lentement, me retournant sur le côté pour me préparer à agir. J'ai remarqué que l'un des deux n'avait pas de chargeur dans son arme. Je me suis alors retourné rapidement sur le dos, et en quelques secondes, j'ai tiré 2 balles dans la poitrine, le cou et la tête de celui qui prenait les cigarettes, n'ayant pas vu son arme à l'époque. Je me suis ensuite tourné vers l'autre homme, et je l'ai touché 3 fois dans la cavité thoracique. J'ai immédiatement appelé la police et je suis resté là, secoué, pendant environ 10 minutes, jusqu'à leur arrivée. Une fois les secours arrivés, ils ont pris mon arme pendant l'enquête,
mais grâce aux vidéos de surveillance, tout ce que j'ai eu à affronter, c'était quelques formalités. On m'a fourni des ressources pour les victimes de crimes, et les policiers ont quitté les lieux après quelques semaines. Après tout ça, j'ai continué à travailler à la station, et 2 ou 3 semaines plus tard, un détective est venu me voir. Il m'a expliqué que les 2 hommes avaient commis près d'une dizaine de braquages sur le mois précédent, et qu'ils avaient sévèrement battu, voire tué, les employés des magasins qu'ils avaient attaqués. En entendant ça, je me suis dit que l'incident n'était rien comparé à ce qu'ils avaient fait à d'autres. Les cerveaux éclatés sur l'étal de Marlboro, ça m'a finalement laissé indifférent. J'avais 18 ans à l'époque, et il était environ 14 heures. Je revenais de la salle de sport, des écouteurs sur les oreilles, empruntant un raccourci habituel derrière un chantier de construction. J'étais dans mes pensées, ne me méfiant de rien, quand 3 hommes m'ont pris par surprise. L'un d'eux m'a frappé violemment aux côtes avec une barre de fer, et je me suis effondré sur le sol, le souffle coupé par la douleur. Pendant que j'étais à terre, les 2 autres se sont jetés sur moi, fouillant mes poches et essayant de m'arracher mon sac. Je m'y accrochais de toutes mes forces, refusant de céder malgré les coups qu'ils continuaient à me porter. Ils me frappaient sans relâche, mais je m'accrochais, le désespoir et l'adrénaline prenant le dessus. À un moment, ma main a tâtonné sur le sol et j'ai attrapé une pierre pavée qui traînait là, un gros morceau de béton. Dans un geste désespéré, allongé sur le dos, j'ai balancé la pierre vers eux avec toute l'énergie qu'il me restait. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé immédiatement après, mais j'ai senti quelque chose éclabousser sur moi. Je ne savais pas ce que c'était. C'est à ce moment qu'un agent de sécurité de l'hôtel voisin est arrivé en courant. Il a crié, et les 2 autres agresseurs ont pris la fuite. L'homme m'a aidé à me relever, m'a conduit à l'hôtel et a appelé mes parents. Le lendemain matin, mon père et moi sommes retournés sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Là, sur le sol, il y avait une grande mare de sang. Mais aucune trace de corps. Plus tard, nous avons appris qu'un jeune homme dans la vingtaine avait été retrouvé mort dans le quartier et que son enterrement avait lieu ce jour-là. Je n'ai jamais cherché à en savoir plus, mais je savais au fond de moi ce qui s'était passé. Mon père m'a dit d'oublier cette histoire. La police, lorsqu'elle a été informée, m'a donné le même conseil. Laisse tomber. C'est terminé. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce jour-là, j'ai agi pour survivre, mais il est difficile de se réconcilier avec l'idée que ce geste de défense a coûté une vie. Je me souviens d'un moment qui a profondément marqué ma vie. J'étais en vacances dans un pays d'Amérique centrale, dans une région où les règles étaient floues et où la loi semblait être plus une suggestion qu'une vérité. Un soir, j'ai assisté à une scène qui m'a bouleversé. Il y avait 8 adolescents, 3 garçons et plusieurs filles en train de brutaliser un homme d'une 50aine d'années. Ils l'avaient jeté au sol et lui assènaient des coups violents, une véritable scène de sauvagerie. Sans réfléchir, j'ai sauté hors de mon taxi pour crier à ces jeunes de s'arrêter. Mais rien ne les intimidait, au contraire, ils ont continué leur agression sans même un regard pour moi. Une des filles s'est alors dirigée vers moi, menaçant. Je l'ai simplement poussée de côté. Puis, un des garçons est arrivé vers moi. Je lui ai donné un coup de pied, mais le deuxième est venu me bousculer. Il n'a pas vu mon couteau. Je l'ai enfoncé dans son torse et l'ai repoussé. Le reste des jeunes a pris peur en voyant le sang sur la lame et s'est enfui. L'homme, dans la confusion, a profité de la distraction pour se relever et s'échapper. Lorsque j'ai voulu retourner à mon taxi, je l'ai trouvé parti. Il n'avait pas voulu s'impliquer avec ces jeunes. J'ai pris la décision de courir moi aussi, ne sachant pas ce qui allait se passer. Il n'y a eu aucune intervention des forces de l'ordre cette nuit-là. Je suis convaincu que l'homme est mort, mais je ne peux pas le confirmer. Ce que je sais, c'est que j'ai agi par instinct, je n'avais aucune intention de laisser une telle violence impunie devant mes yeux. Dans ce pays, où les prisons ont des sols en terre battue, on ne joue pas vraiment selon les règles, et cela m'a fait réaliser à quel point la situation pouvait être hors de contrôle. Je ne ressens aucun regret pour ce que j'ai fait. Je savais au fond de moi que c'était la bonne chose à faire, même si les circonstances étaient extrêmes.
Si cela devait se reproduire, je ferais exactement la même chose. Dans ce monde où l'injustice semble dominer, parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Je me suis réveillé en sursaut, ma femme me secouant pour me dire qu'il y avait quelqu'un en bas. J'ai immédiatement attrapé mon Glock 19 et, d'une voix forte, j'ai lancé « Il n'y a rien dans cette maison qui vaille la peine de mourir ». Tout en avançant prudemment vers les escaliers, je pouvais sentir l'adrénaline monter. J'ai descendu chaque marche en essayant de rester calme et vigilant. Arrivé au rez-de-chaussée, j'ai vu un homme portant une cagoule. Pas de doute, il n'était pas là par accident. Sans attendre qu'il fasse un mouvement, j'ai tiré 3 fois. L'impact a été immédiat. Il s'est effondré et, en quelques instants, il était mort. Son corps s'est retrouvé sur le porche, immobile. Quand la police est arrivée, les agents ont été extrêmement professionnels et compréhensifs. Après avoir vérifié les faits, ils m'ont assuré que j'étais dans mon droit. L'intrus avait pénétré dans notre maison en pleine nuit, et j'avais agi pour protéger ma famille. Leur attitude m'a aidé à rester calme dans un moment aussi choquant. Mais il y avait un aspect auquel je n'avais pas pensé, nettoyer les traces de cet incident. Le sang sur le porche était un rappel brutal de ce qui s'était passé, et trouver une entreprise pour s'en occuper n'a pas été une mince affaire. J'ai découvert que des sociétés comme Servepro, qui nettoient après les dégâts, ne gèrent pas ce genre de situation. Finalement, j'ai dû chercher ailleurs, et même si c'était une étape désagréable, elle faisait partie de tout ce processus. Avec le temps, j'ai cessé de penser à cet événement. Ce n'est plus quelque chose qui me hante. Plus tard, nous avons appris que cet homme avait un casier judiciaire de 18 ans rempli de délits et de séjours en prison. Ce n'était pas un amateur. Il a simplement choisi la mauvaise maison ce soir-là. Et bien que cette nuit ait changé ma vie, je reste convaincu que j'ai fait ce que je devais pour protéger ma femme, ma maison et moi-même. Mon grand-père, dans les années 40 ou 50, a eu 2 expériences marquantes où il a dû défendre ma grand-mère de manière brutale. La première fois, un homme, qui la harcelait depuis un moment, a essayé de forcer l'entrée de leur maison. Alors qu'il tentait de passer la porte d'entrée, mon grand-père n'a pas hésité. Il a pris son arme à feu et l'a abattu. Le corps de l'homme s'est retrouvé principalement à l'extérieur du seuil de la porte. Le shérif, un ami proche de mon grand-père, a été le premier à arriver sur les lieux. Voyant la situation, il lui a simplement dit « On n'aura pas de problème si on déplace un peu son corps pour qu'il soit principalement à l'intérieur. Comme ça, ce sera officiellement une effraction. » Ensemble, ils ont déplacé le corps juste à l'intérieur de la maison. Personne ne semble avoir posé de questions sur la tache de sang évidente laissée par le déplacement du corps, et l'affaire s'est terminée là. Quelques années plus tard, un autre homme a commencé à harceler ma grand-mère. Il semblait qu'elle attirait souvent l'attention non désirée, peut-être parce qu'elle était particulièrement jolie ou simplement malchanceuse. Cet homme avait l'habitude de l'observer, et un soir, il a été surpris en train de la regarder se changer par la fenêtre de sa chambre. Cette fois, mon grand-père a agi différemment. Il s'est approché sans faire de bruit et, d'un geste calculé, il l'a poignardé. Il l'a littéralement éventré. Comment il a échappé à toute conséquence pour cet acte, je ne saurais jamais. Mais d'après ce que j'ai compris, il semble que ses relations avec le shérif local aient joué un rôle. Être ami avec l'autorité a ses avantages, et il semble que cela ait permis à mon grand-père de protéger sa famille sans jamais faire face à des répercussions juridiques. Ces histoires ont traversé les générations dans ma famille. Bien que troublantes, elles illustrent une époque et un mode de vie très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Mon grand-père n'était pas un homme violent de nature, mais il ne reculait devant rien pour protéger ma grand-mère. À l'âge de 15 ans, j'ai été victime de trafic sexuel. C'était une période extrêmement sombre de ma vie, marquée par des abus physiques, émotionnels et psychologiques. Mon agresseur a utilisé la dépendance au fentanyl comme moyen de contrôle, me l'imposant pour m'asservir, me privant de tout moyen de m'échapper. Cette addiction, combinée au chantage et à la manipulation,
m'a enfermé dans un cycle de violence et de souffrance où j'étais exploité et abusé. Un jour, après une énième nuit d'abus, une opportunité s'est présentée. Mon agresseur a laissé son fentanyl à portée de main, avec la dose qu'il allait prendre. Il est allé aux toilettes, et je savais qu'il me croyait trop drogué pour réagir. Mais à ce moment-là, j'étais plutôt engourdi et déconnecté des événements autour de moi. Dans un moment de désespoir, j'ai pris la décision de modifier sa dose de façon à ce qu'il risque une overdose. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était un acte désespéré d'évasion. Lorsque je suis resté là, attendant son retour, il est revenu, et a pris la dose, sans se douter de ce qui avait été modifié. J'ai attendu qu'il tombe dans un sommeil profond. Je n'ai pas cherché à vérifier s'il était mort ou non. Après cela, j'ai pris quelques-unes des drogues pour essayer de me sevrer progressivement, et je suis parti. Les jours suivants ont été remplis d'anxiété et de peur. Je n'étais pas sûr de ce qui s'était passé. Avais-je tué cet homme, ou allait-il me retrouver pour me punir de ma fuite? Cette incertitude m'a rongé. Au bout d'une semaine, puis deux, l'angoisse a diminué, mais les remords, la culpabilité et le traumatisme ont persisté. Avec le recul, je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mais ce qui reste, c'est le poids du traumatisme vécu, et la longue route vers la guérison qui a suivi. Tout cela m'a laissé avec une sensation d'injustice, de confusion morale et, par-dessus tout, un profond sentiment de souffrance que je n'ai pas encore pleinement compris. J'ai travaillé comme chauffeur routier longue distance. Une nuit, alors que j'étais arrêté dans une aire de repos pour camion, j'ai été attaqué par un homme fou armé d'un couteau. Tout avait commencé normalement. Il s'était approché de moi d'un air amical, entamant une conversation banale sur le nombre de personnes présentes dans le parking. Il ressemblait un peu à Georges Carlin, avec son air détendu et ses cheveux en bataille. Mais soudain, tout a basculé. Il s'est mis à m'insulter, me traitant de sale noire, puis a sorti ce qui ressemblait à un couteau à steak et a essayé de me poignarder. Mon instinct a pris le dessus. J'ai attrapé son bras armé, essayant de maîtriser la lame, et avec mon autre main, j'ai agrippé sa gorge pour l'empêcher de se libérer. Tout semblait durer une éternité. Nous étions en train de nous battre, et je pouvais sentir son poids, sa force brute, et sa rage. Dans ma tête, le temps semblait s'étirer, chaque seconde ressemblant à une minute. En réalité, cela n'a duré que quelques minutes avant que des passants n'interviennent. Deux hommes ont réussi à le tirer hors de moi et à me séparer de lui. L'agresseur s'est effondré au sol, haletant. Peu après, il a perdu connaissance. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont constaté qu'il était mort, et le médecin légiste a déclaré que la cause officielle du décès était un arrêt cardiaque. Je ne saurai jamais avec certitude si c'est le stress de l'altercation, l'effort qu'il a fourni pour essayer de me poignarder, ou la pression que j'ai exercée sur sa gorge qui l'a tué. Peut-être un mélange des trois. Ce qui me reste en mémoire, c'est son visage. Pendant la lutte, il était devenu rouge vif, ses yeux semblaient prêts à sortir de leurs orbites, et je ne pouvais pas croire à quel point il était déterminé à me tuer. Cette nuit-là, j'ai compris que parfois, survivre demande des choix brutaux et instinctifs, même si on préférerait ne jamais en arriver là. Je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience, mais je suis encore là pour raconter cette histoire, ce qui est déjà une victoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.